Maintenant, je vous présente donc le professeur Régis Aubry, qui est à ma droite, et qui va nous parler sur les thèmes suivants: vieillissement, accompagnement et évolution de la démarche palliative. Alors, le professeur Aubry est professeur des universités. Il est responsable du département douleurs, soins palliatifs au CHU de Besançon. Il est aussi directeur de l'espace Réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté et membre du comité consultatif national d'éthique. Et il vient d'assez loin pour nous parler ce soir. Il a pris le train, il a traversé la France et il a été confronté à la pluie nantaise. Voilà. Je lui laisse la parole. Merci, ça n'a pas été trop traumatisant quand même. Merci de me donner la parole. Je suis intimidé d'être entouré de présidents. Merci de me demander de nous inviter à réfléchir sur une part des questions relatives à la fin de la vie qui touchent au vieillissement. C'est peut-être pas ce qu'on aborde le plus souvent. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose d'éminemment important. Je réfléchissais dans le train, parce que du coup ça sert aussi à ça, le train, ça sert à préparer un peu ce qu'on va dire en arrivant, mais je réfléchissais parce qu'en tant que médecin responsable d'un pôle hospitalo-universitaire, je peux vous dire que je vis la crise actuelle dans le monde des hôpitaux de façon assez aiguë. Je pense que on peut considérer que notre société est en crise en ce moment. Je pense évidemment au mouvement des Gilets jaunes, je pense à cette crise de l'hôpital en ce moment, je pense à la crise des EHPAD l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais je l'analyse, cette crise, comme une crise qui renvoie à une espèce de quête existentielle. Je l'analyse pas au travers des revendications salariales, etc., qui sont parfois tout à fait justifiées. Ce n'est pas mon propos, mais je trouve qu'il y a une vraie question qui est posée autour du sens de la vie, autour du sens du travail, par exemple, en ce moment. Et dans ce contexte-là, il m'apparaît effectivement essentiel de pouvoir porter un regard sur la mort et sur la vieillesse, qui sont probablement 2 tabous dans notre société. Donc, ce que je vous propose, puisque j'ai 3 quarts d'heure, à peu près une demi-heure, si on veut discuter un petit peu, ouais. Ce que je vous propose, c'est peut-être, dans un premier temps, de vous faire état de ce qu'on pourrait appeler des nouvelles figures de la fin de la vie pour les personnes âgées. Tout change, y compris les aspects de la fin de la vie. Je voudrais justifier ce propos. Je voudrais ensuite vous faire état du rapport que je trouve ambigu, en tout cas que notre société et notre système de santé entretiennent avec une partie du vieillissement. Je ne vais pas vous parler beaucoup des vieux en forme ce soir, si vous permettez. Je vais vous parler des personnes âgées, vulnérabilisées par l'âge et parfois par la médecine. Et je voudrais, dans cette deuxième partie de mon propos, évoquer cette espèce de paradoxe qu'il y a à provoquer cet allongement de l'espérance de vie et de ne pas accompagner ce que l'on provoque parfois, ou de ne pas suffisamment accompagner ce que l'on provoque, c'est-à-dire de concourir à créer de la souffrance et de la détresse, me semble-t-il. Et puis je terminerai peut-être mon propos de façon un peu plus optimiste que le début de ce propos. Je le terminerai en essayant de mener une réflexion sur ce que pourrait être une société inclusive vis-à-vis des personnes dont je viens de parler, des personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Alors, voilà le programme. Pour ce qui concerne quand je parle des nouvelles figures de la fin de la vie et de la mort des personnes âgées, j'emploie cette expression haïtienne. J'ai été surpris encore récemment, lors d'une astreinte dans nos services que je coordonne, de constater une fois de plus qu'on ne mourrait plus de vieillesse en France. Ça ne vous a pas échappé, hein, quand on remplit des certificats de décès, il n'y a pas de case pour ça. Hein, on ne meurt plus de vieillesse. Autant dire que ceci est probablement le reflet d'une étrange disparition qui consiste...
une conception qui consistait à penser qu'il était un peu légitime de mourir au terme d'une existence. On meurt forcément de quelque chose d'autre que de cela. On meurt d'une décompensation d'organes, d'une maladie ou de maladies mêlées, mais subrepticement, de cette manière-là, quand on regarde la mort simplement au travers du prisme de la pathologie, c'est que la mort disparaît petit à petit de son espace un peu naturel ou légitime. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez révélateur au-delà de tout cela, et c'est particulièrement vrai pour les personnes âgées, me semble-t-il. Alors, changement de figure de la fin de la vie, parce que je trouve que ces dernières décennies qui ont été marquées par d'évidents progrès dans le domaine de la santé et de la médecine en particulier. Je vais vite mettre de côté cela, si vous voulez, hein, mais qu'on soit clair, je ne suis pas là en train de nous faire un discours passéiste ou critiquant les progrès dans le domaine de la médecine. Enfin, je pense que nous serions nombreux à ne pas être là, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu de médecine ces dernières décennies. Mais il s'agit non pas donc de porter un jugement totalement négatif, mais d'essayer d'éclairer une zone d'ombre de ce que notre société et notre médecine a contribué à générer. Et je voulais vous parler, puisque je dirige aussi un service de gériatrie et un pôle qui s'intéresse beaucoup à la question de l'autonomie et de l'indépendance, que je suis quand même impressionné de voir les nouvelles figures de la fin de la vie qu'incarnent certaines personnes âgées, qui ne sont pas malades, mais qui sont souvent polymalades. Voici qu'on peut vivre avec plusieurs maladies synchrones et des handicaps mêlés ou des pertes d'autonomie mêlées. Je vous dirai probablement dans la suite de mon propos combien ceci entre en contradiction complète avec l'organisation même du système de santé qui cloisonne la prise en charge des personnes par maladie alors qu'on a des personnes polymalades. Le résultat, c'est qu'on a des personnes polymédiquées, et qui meurent, par exemple, de cela, de iatrogénèse, de polymédication. C'est quelque chose... C'est ce qui pousse le mouvement de la gérontologie à se développer. Vous voyez, ces espèces de paradoxes. On fabrique des possibilités de survivre et de survivre à des pathologies, à des insuffisances d'organes, mais on peut mourir de la médecine. Et puis je vous dirai combien on peut mourir triste aussi. Alors, à dire les choses comme ça laisserait entendre qu'on peut mourir gai, ce que je n'ai pas non plus... mais force est de constater aussi qu'une nouvelle figure de la fin de la vie pour les personnes âgées, c'est celle de ce qu'on appelait les démences, et qu'on préfère appeler à juste titre aujourd'hui les personnes atteintes de troubles cognitifs. Ce sont des vraies questions qui nous sont posées par ces personnes. Ce sont des vraies questions que de savoir ce qu'elles éprouvent, ces personnes dont l'altération cognitive, l'altération de la conscience nous amène à ne pas savoir ce qu'elles éprouvent, parfois même à nier une vie psychique à ces personnes. Même, comme je l'ai entendu récemment lors d'un entretien que j'ai eu en Belgique, à Bruxelles, à l'invitation d'un parti politique qui interrogeait, vous savez qu'en Belgique, la loi a dépénalisé l'euthanasie dans les années 2000, et on envisage aujourd'hui en Belgique une extension de cette loi aux personnes atteintes de troubles cognitifs. Alors ça ne se fera pas dans l'immédiat, fort heureusement de mon point de vue d'ailleurs, je pourrais justifier ce fort heureusement de mon point de vue, mais il n'en reste pas moins vrai que nos sociétés sont confrontées à cette réalité de personnes qui sont des mystères et que nous contribuons à fabriquer. C'est un petit peu l'image aussi dans un autre registre des personnes en état végétatif chronique. Je vais pas revenir sur l'affaire Vincent Lambert, mais là aussi le mystère d'une vie psychique qui est en tout point différente de celle que l'on peut avoir. Est-ce que pour autant, est-ce qu'au motif qu'on ne connaît pas ce que vivent ces personnes, on doit décider que ce qu'elles vivent n'a pas de sens ? Oui, c'est des questions, hein. Vous verrez que je soulève beaucoup de questions, hein, mais c'est probablement l'expérience de près de 10 ans de comité consultatif national d'éthique. Je sais poser des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Mais en insistant beaucoup sur la vertu du questionnement pour lui-même. Je pense que c'est quand même important précisément de ne pas vouloir toujours répondre à des questions complexes. Ceux qui répondent facilement à des questions complexes, ce sont les populistes. Donc des gens dangereux, de mon point de vue.
Je voulais vous dire aussi qu'une dernière figure enfin, une dernière idée qui me venait en jetant quelques mots, non pas sur le papier, puisqu'il n'y a plus de papier non plus maintenant, mais sur mon ordinateur, je trouve qu'on vieillit aussi, on peut mourir d'être vieux quand même aujourd'hui, mais pas dans le sens d'une mort naturelle, on peut mourir d'être vieux dans une société qui survalorise la jeunesse. On peut mourir d'être vieux lorsque, dans une société qui survalorise non seulement la jeunesse, mais la performance, la rentabilité, lorsqu'on est vieux et qu'on est dépendant, au sens qu'on a besoin d'autrui, on peut, et ce n'est pas rare, se sentir indigne. On peut avoir un sentiment d'indignité. Et on peut en mourir de ce sentiment-là. Et on peut décider d'en mourir, en témoignent les chiffres effrayants du suicide des personnes âgées. Suicide des personnes âgées, qui est quand même très... Alors, mon propos sera très marqué par un avis que j'ai coordonné au titre du Comité consultatif national d'éthique, l'avis 128, que vous pouvez télécharger sur le site, qui interrogeait la limite du concept des EHPAD pour les personnes âgées. Non pas, ne critiquez pas les gens qui travaillent dans les EHPAD, mais qui interrogeait ce concept. Parce qu'effectivement, on y concentre des personnes vulnérables, on y concentre les vieux fragiles, si je peux dire les choses comme ça. On y concentre des gens qui n'ont souvent pas souhaité, ou qui ont surtout souhaité ne pas être là où on les concentre. On concentre des personnes âgées sans avoir interrogé le fait de savoir si concentrer les personnes âgées entre elles avait apporté quelque chose de positif. Donc on se retrouve avec quand même pas mal de personnes qui disent, avec beaucoup d'humilité et de tranquillité, on est exactement là où on avait souhaité ne jamais être, et on nous demande de payer pour ça. Vous voyez, sur un plan éthique, ça pose un peu les questions du soubassement des politiques d'accompagnement du vieillissement, ce que je suis en train de vous dire. Mais je ne jette pas la pierre en disant cela à quiconque, puisque précisément, ce n'est pas la critique des EHPAD, c'est la critique de l'absence d'alternative. Et c'est cela qui... Et il n'empêche que, en travaillant avec l'Observatoire national des suicides, j'étais, à titre personnel, en travaillant cet avis, impressionné de voir la réalité, alors, du suicide, le pic des suicides des personnes âgées, autour des décisions d'institutionnalisation. Les gens se suicident volontiers avant, pour ne pas y aller, voire se laissent mourir une fois qu'ils y sont. Et puis, j'étais impressionné par ce que nous ont dit des psychiatres spécialistes des personnes âgées, évoquant le taux de 70% de résidents d'EHPAD présentant des signes patents de dépression. C'est pour ça que je vous parlais du bonheur, mais je m'en éloigne à mesure que je parle. Je voudrais maintenant que j'ai un peu... Je finirai par une note un peu plus gaie que le contenu de mon propos quand même, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Mais c'est une réalité. Hein. Ce sont des chiffres que je n'invente pas. Et c'est vrai que moi-même, travaillant là-dessus, j'ai été choqué par les chiffres, mais les chiffres parlent quand même de temps en temps. J'interroge maintenant, dans une deuxième partie de mon propos, le fait que pour notre société moderne, dont les valeurs un peu normatives dont je vous parlais sont des valeurs qui excluent littéralement certaines personnes âgées, ce vieillissement-là, je parle bien des personnes âgées, vulnérabilisées par la perte d'autonomie, la perte d'indépendance, la polypathologie. Je ne parle pas des gens en forme. Ceux-là, ils servent le commerce. Enfin, je vous renvoie aux publicités pour les crèmes anti-âge, par exemple, ou pour les contrats obsèques. Hein. Vous avez remarqué combien notre société est envahie par, finalement, une utilisation de ce que vieillir veut dire, ou de ce que vieillir pourrait être. Donc je vous parle d'ailleurs aussi d'une expression en miroir d'une autre expression. On parle beaucoup de vieillissement réussi dans le domaine où je travaille. Le vieillissement réussi, et je suis allé rechercher les concepts sur lesquels on s'appuyait pour ce successful aging, c'est ce qui est résumé par l'absence de maladie, le maintien des bonnes capacités physiques et cognitives et un engagement social actif. Ça veut dire une vieillesse réussie. Je suis d'accord que c'est une réussite. Mais quand on parle de vieillesse réussie, ça veut dire qu'il y a peut-être des vieillesses loupées alors. Si on fait bien attention au sens caché des mots. Et peut-être que la vieillesse qui n'est pas réussie, c'est tout ce dont je vous parle.
Vous voyez un peu comme inconsciemment on peut se sentir, quand on n'est pas dans ce lot des élus, heureux élus qui réussissent leur vieillesse, se sentir éventuellement en trop, avec un sentiment d'indignité qui est un sentiment mêlé d'être une charge pour autrui, d'être inutile, de coûter cher, etc. Ces propos, je pourrais vous sortir des verbatims sur des travaux de recherche que nous avons menés qui sont quand même extrêmement impressionnants. Et je pense que clairement, sans que ceci ne soit dit et explicite, voire pire, sans que cela ne soit conscient, on est dans une dynamique d'exclusion qui ne dit pas son nom, de marginalisation des personnes qui sortent de la norme que je viens de vous décrire, et d'exclusion en mettant les gens ailleurs de notre espace de notre regard. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans les EHPAD, il y a beaucoup de gens dépendants quand même. Je vous signale qu'on est en train de passer le million de personnes atteintes de troubles cognitifs sévères, qu'on appelait des démences. Il y a beaucoup de monde dans les EHPAD, il y a beaucoup de personnes âgées vulnérables. Mais si je me réfère à ce qui fait référence aujourd'hui, me semble-t-il, dans nos sociétés, je pense aux reality shows, par exemple, à la télévision. Il n'y a pas beaucoup de reality shows dans les EHPAD. Vous voyez comment il y a une espèce de décalage. Il y a beaucoup de monde dans un endroit où on ne va jamais, et on nous montre des choses assez stupides d'ailleurs, pour dire que la vie et la belle vie serait là où on nous la montre. Il y a quelque chose d'une tentative ou d'une inconscience, d'une réalité qui s'appelle le masquage ou le déni collectif de ce que vieillir peut vouloir dire. Alors justement, ce déni, de mon point de vue, explique un décalage ou un paradoxe important qu'on peut voir entre le discours et les faits, entre le vieillissement effectif de notre société et la réalité de l'insuffisance de son accompagnement par notre société. Si je me place du point de vue de la sanitaire, du point de vue de la médecine, je suis médecin. J'ai bien entendu qu'à Jalmal, il y a un moment où on avait dit que les médecins, peut-être qu'ils... Donc je fais attention à ce que je dis. Mais on peut être médecin et avoir une réflexion citoyenne d'ailleurs. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'on peut être médecin et analyser avec un peu de recul la place excessive que notre société semble accorder à la médecine quand on parle par exemple du vieillissement. Qu'est-ce qui fait que notre société s'est tournée vers la médecine pour s'occuper des vieux et des mourants? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus capable de mourir ailleurs, pratiquement, sauf par accident, de mourir ailleurs qu'à l'hôpital? Que signifie cette tendance à la médicalisation du vieillissement et de la fin de vie et de la mort même? Il y a quelque chose d'étrange à tout cela. Il y a quelque chose d'étrange aussi au fait que notre médecine, qui a été chargée, semble-t-il, d'accompagner le vieillissement d'une façon sanitaire, et en miroir pas tellement d'une façon sociale, notre médecine, qui ne se distingue pas par sa capacité à se questionner avant d'agir, j'y reviendrai, notre médecine a tendance à faire au motif qu'elle sait faire. On sait traiter les composantes du vieillissement, ou les parts de la pathologie de ce que peut être le vieillissement. Ceci peut aboutir parfois à permettre la survie, je parle bien de survie, dans des conditions qui ne sont que souffrance pour certaines personnes âgées. Nous ne savons pas, en médecine, ne pas faire. Remarquez, on est aidé pour ne pas savoir cela, puisque ce n'est absolument pas valorisé de ne pas faire. Puisqu'on valorise l'action, la performance, mais si je me positionne en tant que médecin, il y a probablement des soignants ici, vous savez bien que lorsqu'on travaille dans un hôpital, on valorise les actes techniques. C'est ce qui rapporte de l'argent, l'acte technique. Le fait de réfléchir, par exemple, ne rapporte rien. Le fait de réfléchir collectivement pour appréhender une situation complexe, comme c'est fréquemment le cas autour de la fin de la vie des personnes âgées, ne rapporte rien, voire coûte. C'est ce que m'a dit il y a quelques années
un directeur d'établissement en disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que nous coûtent vos réunions là pour discuter ?» Parler des réunions hebdomadaires qu'on a dans des structures de soins palliatifs ou de gériatrie pour analyser les situations les plus complexes et discuter de la pertinence de faire au seul motif qu'on sait faire, voire d'aboutir à décider de ne pas faire. Donc, il me disait, vous êtes combien? Une vingtaine pendant 1 heure. 20 heures. 20 heures par semaine, 20 heures par le nombre de semaines d'une année. Est-ce que vous vous rendez compte le temps qu'on vous paye à ne rien faire? Et je pense que, s'agissant de performance, puisque c'est un mot très à la mode, qui vient du monde bancaire ou du monde industriel et qui arrive maintenant à envahir complètement le secteur de la santé, nous pouvons, un critère de performance, c'est parfois de décider de ne pas faire, alors même que l'on sait que l'on peut faire. Si faire produit plus de souffrance que ne pas faire. Je ne sais pas si mon propos est clair, j'ai l'impression de... Mais ça me semble être quelque chose d'extrêmement important à valoriser. Donc, autrement dit, je suis en train de vous dire qu'à mesure que notre société vieillit et qu'elle confie à la médecine les conséquences de ce vieillissement, il faudrait qu'elle accompagne cela d'une obligation pour tout acteur de la santé, c'est très large mon propos, à se former, à réfléchir, à construire une réflexion de nature éthique, à débattre, parce qu'à plusieurs on est moins mauvais que tout seul, et à savoir décider parfois ce que la logique scientifique ou médicale nous aurait, l'inverse de ce que la logique scientifique ou médicale nous pousserait à faire. Et je pense qu'on aura un levier de progrès considérable à investir si le système de santé de demain valorise ce que je suis en train de vous dire. C'est en tout cas ce que je défends dans les contacts que j'ai au ministère, puis j'en profite en ce moment, puisque l'hôpital est en crise, j'en profite pour dire des choses comme ça. Parce que je pense que ça procède de la réforme nécessaire du système de santé, ce que je suis en train de vous dire. Parce que ce qui me choque aujourd'hui, concernant personnes âgées et fin de vie, c'est qu'autant la médecine, à qui on a confié finalement le vieillissement et la fin de vie, peut amener à une augmentation de l'espérance de vie, alors que ça a un côté positif. Je vous ai dit que je mettais ça de côté. Mais quand la médecine, de son fait, génère du handicap secondaire, génère de la dépendance, génère de la souffrance, étonnamment, la médecine n'accompagne pas ce qu'elle génère. Je vois la souffrance des personnes qui, à la suite d'accidents vasculaires cérébraux, ayant perdu une partie d'eux-mêmes et une conscience de cette partie d'eux-mêmes, souffrent beaucoup de ne plus se repérer par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur environnement. Ils se trouvent seuls. Nous n'avons pas franchi le pas de considérer que la question de l'indépendance ou de l'autonomie, l'indépendance fonctionnelle, l'autonomie psychique, si j'emploie ces mots, étaient peut-être des éléments dont il fallait que notre société et notre médecine s'emparent pour prévenir leur perte, accompagner cette perte, voire aménager l'environnement pour supporter cette perte. Quand je vous parlais de suicide tout à l'heure, alors là on en trouve plein, des gens qui, du fait de la médecine, se sont retrouvés avec une perte d'indépendance, voire un handicap grave, et qui ne le supportent pas. Nombreux sont dans notre société qui valorisent, voire survalorisent aussi cette autonomie. On pourrait en discuter longtemps, mais perdant cette autonomie, ne se sentent plus réellement en vie. Alors, je parle de la médecine en vous disant ça, mais je trouve que notre société, ou le versant social, ne s'est pas plus développé pour accompagner... Alors je dis cela devant Jalmal, qui est un des hauts lieux de la résistance, me semble-t-il, à l'indifférence. Je pense vous auriez pu définir Jalmal vu comme ça, c'est-à-dire un haut lieu de l'indifférence par rapport à un événement majeur qu'est la fin de la vie et la mort. Mais notre société, elle ne fait pas beaucoup d'efforts, me semble-t-il, pour valoriser la solidarité. Il y a une forme de déliaison incroyable aujourd'hui dans nos sociétés. Le nombre de personnes âgées, je reste sur le thème des personnes âgées, qui terminent seules leur existence, voire qu'on retrouve mortes chez elles. Le nombre de personnes âgées qui finalement partent dans l'indifférence la plus totale. C'est quelque chose qui ne peut que choquer dans une société où l'essence même de ce qu'être en société veut dire signifie protéger les plus vulnérables d'entre nous dans un collectif
qui, par l'entraide, garantit sa propre survie globale. Quand on n'accompagne pas les gens les plus vulnérables, on court à sa perte, me semble-t-il. Et je trouve que nous avons un défaut dans nos sociétés. L'une d'entre vous parlait de la difficulté du rapport du citoyen avec le bénévolat, par exemple. Ça perdure quand même, me semble-t-il. Même si effectivement, Jeanne Malve a fait beaucoup d'efforts, mais on continue à regarder au mieux avec condescendance certaines actions de bénévolat, voire avec suspicion. Mais le bénévolat ne résume pas les solidarités. Moi, je suis stupéfait de voir que nous n'arrivons toujours pas à maintenir dans leur domicile ou dans des lieux qui seraient proches de ce qui fait sens pour la vie et la fin de la vie des personnes âgées, que nous n'arrivons pas dans notre société à maintenir les personnes dans l'endroit qu'elles plébiscitent pour finir leur existence. Comme me disait une dame âgée l'autre jour, on me met dans un EHPAD au motif que je serais beaucoup plus en sécurité. Est-ce que j'ai le droit de choisir la liberté par rapport à la sécurité? Apparemment non. Vous voyez un peu ces espèces de... Mais c'est compliqué. Regardez combien les politiques d'aide au maintien à domicile sont défaillantes dans notre société. Je parle là de solidarité qui ne sont pas du bénévolat. Je parle au contraire de la nécessité qu'il y aurait, et je pense que cela va bouger un peu dans le cadre du plan grand âge, qu'il y aurait à valoriser ces métiers de l'aide au domicile. Ces métiers de ces personnes qu'on forme mal, qu'on paye mal et qu'on accompagne mal et qu'on envoie au casse-pipe pour se confronter à la souffrance de ce que finir son existence veut dire parfois. On a un déficit de professionnels de l'aide au domicile qui est honteux, me semble-t-il. Alors même qu'on a une grande partie des personnes âgées qui souhaiteraient pouvoir, fût-ce au risque de tomber ou rester chez elles. Pourquoi n'accorde-t-on pas la possibilité dans notre société d'assumer certains risques, voire, connaissant ces risques, de les aider autrement? Il se trouve qu'au titre du comité consultatif national d'éthique, je travaille beaucoup avec les gens qui développent l'intelligence artificielle, la robotique, la domotique. C'est une des missions dont on m'a chargé et je suis impressionné de voir ce que l'on peut faire à domicile. Je conduis, au titre de la recherche en ce moment, des expérimentations pour l'aide au maintien à domicile avec de l'intelligence artificielle, des appartements connectés, qui ne sont pas si intrusifs que cela. Je vois combien, par exemple, des indicateurs de chute chez des personnes qui sont chez elles entraînent une intervention beaucoup plus rapide qu'à l'hôpital où il n'est pas rare qu'on découvre quelqu'un qui est tombé de son lit la veille au soir, compte tenu aussi du nombre de personnel dont on dispose, comme vous le savez bien, dans les établissements, et pire encore, dans les établissements médico-sociaux. Vous connaissez le ratio, au mieux une aide-soignante pour 30 personnes résidentes. S'il y en a un qui tombe, ça va, s'il y en a deux, il y en a un de trop. C'est la réalité. Je ne vous mens pas en vous disant cela. Alors, peut-être que j'avance un peu dans mon propos, oui. Je vais terminer mon propos, je pourrais continuer largement sur cette affaire. Alors, je ne voudrais pas vous laisser à penser que je suis dans une critique systématique, sombre, que je ne crois à rien dans notre société. Je vois combien, quand même, depuis quelques années, on fait des efforts, parce qu'il y a un principe de réalité qui fait que ne pas prendre conscience de ce qui est tellement près de soi, ça devient un peu ridicule. Donc je vois bien que le précédent gouvernement, Marisol Touraine, avait fait une loi d'accompagnement par notre société du vieillissement qui est pleine de bonnes intentions, pleine de bonnes mesures. Il y a réellement des avancées qui sont faites. Je vois bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs à la suite, entre autres, de l'avis 128 du comité consultatif national d'éthique et des mouvements sociaux dans les EHPAD il y a un an et demi, le gouvernement actuel, constatant d'ailleurs que la loi de 2015 d'accompagnement par notre société du vieillissement était déjà obsolète. C'est incroyable, les réalités vont beaucoup plus vite que nos capacités à les suivre. Donc, il faut une autre loi d'accompagnement du vieillissement, il faut un plan vieillissement, on aime beaucoup les plans dans notre pays, et de toute urgence, il faut que l'on prenne des mesures
C'est un peu comme ce qui s'est passé hier face à la crise des hôpitaux. De toute urgence, on prend des mesures financières. Les mesures financières sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes pour appréhender la réalité d'un questionnement de nature existentielle pour notre société qui est posé. Donc je crois vraiment que ce qui est j'allais dire en marche, mais ne l'entendez pas comme un signe d'obédience à quiconque, hein. Ce qui est en marche de fait, c'est quand même la nécessité d'une prise de conscience de ce que vieillir peut vouloir dire lorsque ça n'est pas si réussi que cela. Et qu'il y a un devoir dans notre société pour la survie de nos sociétés, c'est d'accompagner ces situations de vulnérabilité. J'y crois quand même. Vous voyez un peu la relativité de de l'enthousiasme qui émane de mon propos. Je crois que face à cette réalité et cette limite à laquelle nous sommes arrivés, nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin et que nous allons avoir à réfléchir de fait dans une réforme profonde de notre société et de notre système de santé pour pouvoir accompagner ces situations que nous avons niées, me semble-t-il. Je parle là devant vous du vieillissement, mais j'aurais pu vous parler des maladies chroniques. Voici que du fait de la médecine, on peut vivre aujourd'hui très très longtemps avec des maladies qui ne guérissent pas, voire avec des séquelles gravissimes de maladies qui n'ont pas guéri. Mais on peut vivre comme ça dans une société qui n'est pas très inclusive pour les gens qui sont fragiles. J'aurais pu vous parler des 1500 personnes qui sont effectivement, par exemple, en état végétatif chronique, qui ne sont pas des vieux, qui sont souvent des jeunes, qui sont le fruit, pour bonne partie d'entre elles, des améliorations fantastiques dans l'organisation du système de santé. S'il n'y avait pas eu un hélicoptère et un transport sanitaire pour aller chercher Vincent Lambert sur l'endroit où il s'est abîmé avec sa voiture, il serait mort. Il n'est pas mort, enfin maintenant il l'est, mais il n'est pas mort dans les suites immédiates. Il a survécu. Mais ce sont les conditions de cette survie qui ont amené à tant de débats. Je trouve que même si la médiatisation est un prisme déformant, même si on entend tout et n'importe quoi de temps en temps, on est quand même appelé à réfléchir régulièrement sur la question des limites. Et peut-être, je vais conclure là-dessus, que cette confrontation à la réalité obligée de la limite de la vie, c'est vrai pour les personnes âgées, c'est vrai pour la question de la mort en général, c'est probablement quelque chose qui amènera notre société à réfléchir à la question, non pas de la vie, mais du sens de la vie. La question du sens, on l'investit quand on a une pleine conscience que ça s'inscrit entre un début et une fin. On connaît tous notre date de naissance, enfin, c'est tout ce que je nous souhaite, mais on a du mal à imaginer sa date de mort. Mais à partir du moment où, je me référerai volontiers à Montaigne, autour de toutes ces questions-là, on veut cultiver son jardin, il est quand même extrêmement important de se convaincre que nous allons mourir. Ça peut paraître une évidence, ce que je vous dis, mais si nous étions convaincus que nous allons mourir, et que ce peut être demain, peut-être aujourd'hui souhaiterions-nous le vivre avec un peu plus d'intensité. Peut-être aujourd'hui remettrions-nous en question ce qui fonde ou ce qui semble être une valeur dans une société qui est très obnubilée par la performance et la rentabilité. Je ne suis ni contre le mot de performance, ni contre celui de rentabilité, mais à mon avis, c'est sur le sens qu'on leur donne que j'interrogerai ces notions-là. Parce qu'il y a une sacrée performance à être un homme heureux, par exemple. Ce n'est pas la même chose que en baver pour arriver à un niveau de salaire qui nous permettrait d'avoir une belle voiture, par exemple. Vous voyez un peu comment cette confrontation à la question du vieillissement, c'est une invitation, et de la fin de la vie, c'est une invitation à travailler aussi une autre notion qui est celle du respect d'autrui. Et réfléchir au sens de la vie, réfléchir à ce que respecter autrui veut dire, c'est probablement la seule façon de générer des nouvelles formes de solidarité dans notre société. Donc je termine là-dessus parce que j'y crois à cela. Je crois qu'on touche le fond, là, et je pense qu'on peut peut-être rebondir. J'espère qu'il ne nous faudra pas passer par des périodes encore plus sombres que celles que l'on vit, mais je pense qu'il faut que nous prenions conscience de ce que tous ces signaux nous indiquent là en ce moment, ces signaux de souffrance sociale, me semble-t-il. Au-delà des raisons qui sont invoquées, il y a d'autres raisons. Je vous répète que je pense vraiment que nous sommes
nombreux parmi nous ont une véritable quête de sens et qu'il faut mettre ça à plat aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait sens dans une vie et qu'est-ce qui fait sens dans une société? Qu'est-ce qui peut faire sens dans un collectif qu'on appelle la société? Et je pense que dans ce cadre-là, on va revenir à la réalité. Et je pense que les bénéficiaires seront les plus vulnérables d'entre nous, c'est-à-dire nous, demain. Je vous remercie.